Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Dialogue. La fête du travail a été célébrée au Mali avant-hier dans un contexte particulier, celle des revendications des syndicats de travailleurs. Comment se porte le monde du travail au Mali? On ne parle pas souvent assez de la recherche d'emploi. Qu'en est-il du taux de chômage? Est-ce qu'il a régressé? La situation des travailleurs au Mali peut-elle être améliorée? Quelques questions et bien d'autres auxquelles nous allons répondre avec nos invités qui sont Agibou Boiré de l'UNTM, c'est l'Union nationale des travailleurs du Mali, Issa Mariko, directeur adjoint du Centre national pour la promotion du volontariat, et Souleymane Dravé, il est le directeur général de Creatim Mali. Je suis Ousmane Diadi Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. Au Mali, plusieurs organisations de la société civile ont appelé le gouvernement à agir rapidement pour éviter une crise sociale durable. Magistrats, personnel de santé, enseignants, le pays a connu depuis un moment une récurrence des mouvements sociaux et de grèves paralysant parfois certains secteurs. Alors nous avons l'UNTM avec nous, Agibou Boiré. Comment se porte concrètement aujourd'hui le monde des travailleurs au Mali? Bon, merci. Je salue tous les auditeurs, les téléspectateurs. En fait, à ces jours, on peut dire que le monde du travail se porte mieux parce qu'on va de plus en plus vers l'apaisement des tensions sociales. Je ne sais pas si c'est dû au dernier changement de gouvernement. De toute façon, il y a beaucoup de grèves qui ont été désamorcées. Un dernier changement d'ailleurs qui a connu l'entrée au gouvernement d'un syndicaliste très connu, Mawlud Ben Katra. Tout à fait, mais ça on l'a précisé qu'il est entré dans le gouvernement en son nom. Donc certainement il a son expérience syndicale qui va mettre au service du gouvernement, mais ce n'est pas au nom de l'UNTM, ce n'est pas au nom des syndicats. Donc c'est pour dire que les revendications en réalité restent dans leur objectivité, et ce qui a été demandé au gouvernement, c'est vraiment de trouver des solutions concrètes aux cahiers de doléances qui ont été posés par les différents syndicats. Et en plus de respecter les accords qui ont été signés. Parce que l'origine de tous ces débrayages, de tous ces remous sociaux, c'est en réalité le manque de respect et le manque de respect des engagements souscrits par le gouvernement. Donc en un mot, le monde du travail ne va pas bien. Non, j'ai dit parce que de plus en plus, les choses sont en train de se désamorcer. Le dernier mouvement qui vient d'être désamorcé, c'est la grève des enseignants. Les 15 syndicats de l'enseignement qui ont levé leur mot d'ordre de grève, à la suite du syndicat de la santé qui avait fait près d'un mois de grève. Donc, sur la base de cela, on peut estimer que de nouvelles résolutions ont été prises par le gouvernement dans le sens vraiment du respect des engagements pris. Et le monde du travail ne demande que cela, et l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Parce que, en fait, l'économie repose sur les ressources humaines. Donc, on est obligé d'avoir de la considération et du respect pour les représentants des travailleurs. Merci. Alors, Souleymane Dravé est également avec nous. Souleymane Dravé est le directeur général de Creatim Mali. Creatim qui est un centre d'incubateur qui aide les jeunes entrepreneurs justement à développer leurs projets. Comment expliquez-vous qu'il y a autant de grèves des travailleurs alors qu'il y en a d'autres qui cherchent à prospérer? L'explication de cet état de fait de gens qui cherchent, qui grèvent, c'est-à-dire qu'il y a des situations sociales qui ne sont pas assouvies et des doléances. Cependant, il ne faut pas, comme vous l'avez remarqué lors de l'intervention de M. Boiré, est-ce que c'est un mieux aujourd'hui pour un pire demain? Donc je pense que c'est un traitement global qui doit être apporté à ce problème-là. Parce que chaque syndicat qui se lève, chaque corporation qui se lève, on lui apporte une solution. Alors qu'on gagnerait mieux pour des corps, en tout cas, par exemple, de fonctionnaires, de faire une analyse globale de la situation et d'y apporter une solution globale en le planifiant sur du long terme. Donc, en tout cas, des jeunes qui sont au sein de Creatim, c'est des jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer de l'emploi.
Donc on est dans une autre démarche. Est-ce qu'on parle plus de chômeurs ou des gens qui quittent des emplois pour d'autres? On parle plus de jeunes qui ont choisi une voie, la voie de l'entrepreneuriat, et des jeunes qui veulent créer de la valeur et qui veulent créer de l'emploi plutôt. Donc c'est des managers qui vont chercher à gérer les ressources humaines en les motivant au fur et à mesure que leur entreprise marche à ce niveau-là. Merci. Issa Mariko est également avec nous. Issa Mariko, directeur adjoint du Centre national pour la promotion du volontariat. Est-ce qu'aujourd'hui au Mali, on peut dire que les travailleurs sont exempts de tout reproche quand il y a autant de revendications? Est-ce que tout va bien au niveau dans le monde du travail déjà? Est-ce qu'il n'y a pas de choses à leur reprocher à eux aussi? Je voudrais, avec votre permission, profiter de la journée internationale la liberté de la presse le 3 mai pour souhaiter bonne fête à nos amis de la presse. Merci. Non, ceci dit, on ne peut pas dire que, en tout cas, les travailleurs maliens vont bien dans le meilleur des cas. Il faut reconnaître que le premier trimestre de l'année 2017 a été une dure épreuve pour le gouvernement de la République du Mali, les magistrats dans un premier temps. Après les magistrats, c'était le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Peut-être demain, ce serait d'autres secteurs. Donc nous pouvons vraiment dire merci, féliciter le nouveau Premier ministre pour son centre de dialogue social qui, en un temps record... Même si les problèmes ne sont pas finis. Hein? Oui, non, mais déjà, il faut saluer... Est-ce qu'on ne va déjà... pas attendre un peu? Non, on ne peut pas attendre. Il faut déjà saluer l'effort. Okay. À moins de 2 semaines d'activité déjà, il y a la grève de la santé qui a été désamorcée. Et certains syndicats de l'éducation également qui s'acheminent aussi a été désamorcée. Donc, on peut dire que le gouvernement est sur la bonne voie et peut mieux faire. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de penser à ceux qui sont déjà en activité. Il y a la grande majorité qui se trouve aujourd'hui désœuvrée à ne rien faire. Il faut penser à eux. Il faut préserver les emplois déjà acquis. Il faut mettre les travailleurs dans les conditions de travail et de vie décentes. Ça, c'est vraiment un impératif catégorique pour tout gouvernement responsable, vu le salaire en tout cas du Malien, vu les conditions de vie dans notre pays. Je crois qu'il faut améliorer les conditions de vie et de vie des travailleurs du Mali et créer des emplois, créer des entreprises, pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas que les jeunes comptent uniquement sur l'État pour avoir un emploi. L'objectif de la majorité des jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est d'être fonctionnaire. La fonction publique ne peut pas résoudre le problème. Il faut pousser à l'entrepreneuriat, il faut faire un effort. Voilà. Merci. Agibou Boiré de l'UNTM, très concrètement, comment s'est déroulée cette journée du 1er mai au Mali? Quelles étaient justement les activités au rendez-vous? Je profite, même si c'est le 3 mai aujourd'hui et que je l'ai fait en retard, pour vous féliciter également par rapport à la journée internationale de la liberté de la presse. Merci. Qui a suivi la journée internationale du travail. Donc vous avez la double casquette, à la fois travailleur et homme de presse. Donc c'est pour dire que la journée internationale du travail cette année s'est très bien déroulée au niveau de la centrale Union nationale des travailleurs du Mali, parce qu'on a organisé vraiment un grand défilé, un défilé grandiose, comme ça s'est fait toutes les années. Cela a vu la participation effective de tous les syndicats nationaux affiliés à notre centrale. Donc, en plus de cela, ça nous a permis de faire le bilan. Parce qu'en réalité, l'objectif du 1er mai, c'est de faire le bilan d'une année d'activité syndicale. En termes d'acquis, en termes de réussite, et en termes d'échecs, en termes de mesures à améliorer. Donc nous avons fait ce bilan et nous nous apprêtons d'ailleurs à déposer de nouvelles doléances
dans le sens de l'amélioration des conditions des travailleurs. C'est pour dire que le syndicalisme, ce n'est pas une activité d'un jour, c'est sur le long terme. Donc quand on dit qu'à l'instant T, le monde du travail se porte relativement mieux, c'est par rapport vraiment à des situations antérieures qui étaient vraiment bouleversantes. Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer qu'on s'achemine encore vers de nouvelles grèves? Non, pas forcément, parce que l'objectif d'un syndicaliste, ce n'est pas la grève. Hein. Ouais. La grève, c'est l'arme ultime du syndicaliste. Donc c'est après avoir épuisé toutes les voies de recours, notamment dans le cadre du dialogue social, que nous avons toujours privilégié. C'est en ce moment, quand on bute à un mur de silence, qu'on est obligé de sortir l'arme ultime, qui est la grève. Donc le 1er mai, ça s'est très bien passé au niveau de la centrale UNTM, encore une fois, et nous invitons vraiment l'ensemble des travailleuses et des travailleurs à jouer leur partition pour le développement du pays, parce qu'on n'a pas que les droits, on a des obligations également, et l'UNTM, en tant que centrale et responsable, n'a jamais manqué d'attirer l'attention des travailleurs sur leurs devoirs. Donc c'est dans ces conditions qu'on est à mesure de mieux revendiquer, on est à mesure de mieux réclamer à l'État ce qui est dû aux travailleurs. Donc du discours de notre secrétaire général, le camarade Yacouba Katile, que je salue au passage, il est ressorti des recommandations fortes, notamment sortir les travailleuses et travailleurs maliens de la précarité. Ça y est, en termes de revenus, les Maliens ont les salaires les plus bas dans la sous-région. Donc à défaut de dépasser les autres, il faut qu'on soit vraiment à leur niveau. Donc ça, c'est vraiment une grande mesure. Une deuxième recommandation qui va peut-être toucher au deuxième thème de l'émission, c'est vraiment de mettre les vieux à la retraite, ceux qui ont atteint la limite d'âge. Donc c'est une recommandation forte pour donner la chance aux jeunes vraiment de travailler. Donc, entre autres, c'est les 2 recommandations fortes qui ressortent des discours officiels de notre secrétaire général, le camarade Yacouba Katile. Merci beaucoup, Sylvain Dravé, directeur. Vous souhaitez réagir, M. Mariko Rapine, allez-y. En ce qui concerne surtout, il ne faut pas prolonger l'âge de la retraite pour pénaliser, en tout cas, la nouvelle génération. Il appartient aux anciennes générations de préparer les nouvelles générations pour la relève. Et ne doit pas chercher à s'éterniser. Mais au Mali, l'âge de la retraite est fixé déjà. Oui, mais il y a une tentative à pouvoir prolonger l'âge de la retraite. C'est pourquoi il a posé, en tout cas, ce n'est pas par hasard que l'INTM a posé ce problème. Est-ce que justement c'est un problème récurrent aujourd'hui dans le monde du travail? Parce qu'on pense qu'au niveau de l'administration, que les jeunes qui arrivent n'ont pas d'expérience. Donc les vieux qui ont atteint l'âge de la retraite veulent rester au moins pendant 2 ou 3 ans encore supplémentaires. Si vous restez pendant 2 ou 3 ans, vous occupez des emplois qui sont destinés à d'autres personnes. De plus en plus, ce qui doit être considéré comme mesure exceptionnelle se transforme en principe. Parce que la prorogation de 2 ans, ça doit être vraiment exceptionnel dans des domaines de compétences où vraiment on n'a pas de ressources qualifiées. Mais de plus en plus, on est en train de crier haro sur le baudet par rapport à la jeunesse en disant qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas compétents, la relève ne peut pas être assurée. Donc il faut sortir de cela. Il faut sortir de cela. Vraiment, c'est une recommandation forte dont le suivi nous incombe. Merci. Je voulais regarder sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on a eu des dérogations ces dernières années pour pouvoir maintenir un certain nombre de postes au sein de l'administration. Mais j'ai eu à personnellement constater aussi que le fait de dire que certaines compétences n'y étaient pas pour mener certains chantiers, cela a été prouvé par ailleurs. Cependant, pourquoi ne pas proposer un système innovant de gestion de carrière surtout? Parce qu'on remarque surtout que les carrières au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui sont catapultés à certains postes et que ce n'est pas géré de façon normale comme avant. Il y a un certain nombre de minimum d'expérience et de temps de pratique dans l'administration avant d'atteindre certains postes, et cela n'est pas respecté. Je pense que pour pallier en partie à ce genre de situations-là, c'est ces situations-là qu'il faut suivre dans la ligne
et faire des revendications aussi dans ce sens-là. Ne pas regarder seulement du côté du bâton, mais aussi de voir du côté du suivi permanent qui est fait tout au long de la carrière de nos cadres qui sont dans l'administration. Merci. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Si vous venez de vous joindre à nous, vous suivez le grand dialogue justement Fête du travail, comment se porte le monde du travail au Mali. Sont avec nous Agibou Boiré de l'UNTM, Issa Mariko, directeur adjoint du Centre national pour la promotion du volontariat, Souleymane Dravé, directeur général de Creative Mali. Monsieur Dravé, vous étiez sur une lancée, mais j'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce qu'il est objectif justement de comparer le salaire du Malien à ceux de certains pays de la sous-région, par exemple, des pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, qui sont économiquement plus forts? L'objectivité, quand on le prend, il faut aller dans tous les sens. Directement, il faut aller au bout de cette objectivité. Quand on se met à comparer un pays comme le Mali à un pays comme la Côte d'Ivoire, en comparant uniquement les salaires, en ne comparant pas les moyens de production, les outils de production et le PIB, je pense qu'on se trompe dans ce sens-là. Donc, il faut aller au bout de l'analyse. En tout cas, si j'ai une recommandation à faire, c'est d'aller au bout de l'analyse, apprendre des situations économiques objectives et faire des transpositions objectives dans nos économies. On ne peut pas, à mon sens, donner une richesse qu'on n'a pas créée. Donc, en tout cas, en termes de recommandations ou d'avis, ce serait vraiment mon avis dans ce sens-là. Merci. Alors, allez-y. Oui, moi, je dis que, en tout cas, le Mali, c'est quand même la troisième économie de l'espace IMOA. Statistiquement, en effet, oui. Même dans les faits. Nous sommes la troisième économie après la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Après le Sénégal et puis c'est le Mali. Donc nous sommes la troisième puissance économique de l'espace UMOA. Donc moi je crois qu'il faut assainir les finances publiques. Il faut lutter contre la fraude. Il faut lutter contre la délinquance financière. Il faut préserver, gérer les maigres ressources de l'État. Avec une gestion saine des maigres ressources de l'État, il n'y a pas de raison que le Mali ne puisse pas se mettre au diapason, en tout cas des autres pays qui sont en deçà du Malika. Alors, M. Mariko, est-ce que l'État lui-même donne l'exemple quand on voit parfois le coût, le train de vie de l'État, 33 à 35 ministres déjà, est-ce que ce ne sont pas des charges en plus? Je ne veux pas être pluraliste que le roi. C'est ce qui pousse d'ailleurs les syndicats, en tout cas, à mettre la barre très haut. C'est l'État aussi qui doit donner le bon exemple en réduisant le train de vie de l'État. C'est l'État en premier qui doit donner le bon exemple. Donc, si l'État ne donne pas le bon exemple... En passant par les directeurs nationaux. Naturellement, il faut réduire le train de vie de l'État. Il faut éviter les dépenses inutiles, les dépenses de prestige. Il faut éviter ça. Il faut gérer, en tout cas au mieux des intérêts du peuple, les maigres ressources de l'État. Là, il faut respecter les partenaires. Je crois que la radicalisation, en tout cas de la grève de la santé et même de l'éducation, de la justice, c'est dû à partir au mépris des partenaires. Il ne faut pas mépriser les partenaires, il faut respecter les partenaires, il ne faut pas blesser les partenaires dans leur amour propre, il ne faut pas créer de barrières, il faut instituer un dialogue social constructif. Nous sommes au Mali, c'est le pays du Sigikafo. On dit très souvent Sigikafo et Damouye, il ne faut pas mépriser l'autre. Donc c'est ce qui amène souvent les syndicats pour des questions d'orgueil à se radicaliser. Merci. La démarche, l'approche. Agibou Il faut revoir l'approche. De l'UNTM, est-ce que justement les syndicats n'ont pas quelque peu échoué, puisque quand on regarde la plupart de ces revendications, il y a l'intéressement salarial qui entre en ligne de compte et les syndicats n'ont quand même pas fait front commun pour avoir des revendications communes. Oui, ça c'est un phénomène qu'on a décrit, mais avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler à M. Dravé que lorsqu'on dépose un cahier de doléances, c'est après des analyses fines.
Donc on ne les fait pas à tue-tête. Donc on a recours à des spécialistes, à des experts pour analyser tous les paramètres. Donc lorsqu'on demande de relever le niveau de salaire des Maliens, c'est qu'on a analysé tous les paramètres et on sait que notre économie peut bien les supporter. Parce qu'il y a des études sur les possibilités de manque à gagner dégagées par l'administration, par l'État, lorsqu'il y a une bonne gouvernance. Et puis, si on va en termes de comparaison sur tous les points, est-ce que le train de vie de notre État est inférieur au train de vie de l'État du Sénégal ? En termes d'avantages accordés aux ministres, en termes de confort, en termes de privilèges. Donc ça aussi, c'est des paramètres de comparaison. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On est en train de préparer vraiment nos cahiers de doléances. Et au moment venu, on va sortir tous les arguments techniques pour défendre la faisabilité. Maintenant, par rapport à l'émiettement du monde syndical, ça c'est vraiment un crime contre les travailleurs. Nous, on l'a toujours dénoncé. Les gens ont dit on n'est pas démocrate, et on ne veut pas la naissance d'autres organisations syndicales. Ce n'est pas vrai, parce que ça va à l'encontre des travailleurs. La démocratie en matière syndicale, c'est des concepts importés de l'Europe. En Europe, mais est-ce que le syndicalisme lui-même n'est pas un concept importé de l'Europe ? Non, c'est des luttes ouvrières. C'est des luttes ouvrières pour la défense des intérêts des travailleurs. Or, pour que les intérêts soient défendus, il faut être fort. C'est vraiment les rapports de force. Et pour être fort, il faut avoir de la masse derrière. Ce n'est pas en divisant la masse qu'on peut aboutir à quelque chose. Lorsque j'entends des syndicalistes dire on veut faire le syndicalisme autrement, en privilégiant le dialogue social, c'est lorsqu'on n'a pas d'autres possibilités, d'autres moyens. On est obligé de se contenter du dialogue social. Sinon, lorsqu'on a une seule organisation syndicale et que cette organisation syndicale est poussée à bout, et qu'elle tape du poing sur la table, quelle force pourrait résister à cela? C'est ça qui est le plus important. Merci. Donc vous avez parfaitement raison de dire que émietter le monde syndical, ça se retourne contre les travailleurs. C'est notre avis. Je voudrais dire qu'on a quand même connu, en tout cas, la centrale unique là, pendant la période de l'EDPM, mais les intérêts matériels et moraux des travailleurs n'étaient pas mieux défendus que maintenant. Non, la démocratie déjà. C'est ton jugement. La démocratie a un avantage. C'est la centrale unique qui a amené la démocratie. Voilà. Donc, si vous dites que c'était pas mieux défendu, les intérêts des travailleurs n'étaient pas mieux défendus. On parle très souvent des travailleurs, mais bien peu de ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Est-ce que le taux de chômage au Mali déjà a baissé? J'avoue que j'ai pas connaissance de ce taux-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Créatime fait justement pour baisser le taux de chômage? Une innovation comme Créatime, qui est une structure d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, où on va tous les jours des jeunes qui se battent sur le terrain sans syndicat, sans appui concret. Nous, on leur offre l'appui de l'hébergement, l'appui technique du management. On sent qu'on a de l'évolution. Au jour d'aujourd'hui, on a véritablement 3 jeunes entrepreneurs qui sont à Créatime depuis 6 mois, qui ont créé 12 emplois. Déjà, ils se créent 12 emplois. 12 emplois. Ils ont pérennisé leur emploi. C'est des startups qui qui se débrouillent tant bien que mal avec leurs projets qu'ils ont. Mais malgré ça, sans soutien, ils arrivent à créer de l'emploi. Et ça, c'est des initiatives qui permettent de faire baisser de façon considérable le taux de chômage. Mais ce genre d'initiative n'est pas, en tout cas, est soutenu par des opérateurs privés comme Orange. Mais au jour d'aujourd'hui, on souhaiterait que le secteur public prenne part dans le soutien de ce genre de structure-là. Comme en Europe, il y a des incubateurs avec plus de 1200 PME qui sont accompagnés par les collectivités publiques. Et vous pensez que ce genre d'initiative pourrait éventuellement être un frein au chômage chez nous? Ça pourrait être un frein au chômage, ça pourrait être une valeur ajoutée au travail qui est fourni, parce que ça permet de structurer les entreprises et ça leur permet d'avoir un certain type d'accompagnement et une discipline sociale dans la gestion de leur entreprise. Et qui parle de discipline sociale parle de pérennisation du travail, parle d'amélioration des conditions de travail et de méthodes de travail, et parle de création d'emplois et de concurrence saine sur le marché du travail. Merci. Et de l'entrepreneuriat. Monsieur Mariko, comment justement votre centre, le Centre national pour la promotion du volontariat, contribue à amortir ce taux de chômage chez nous au Mali? Bon, le volontariat, déjà, ce n'est pas un emploi,
mais le volontariat prépare à l'employabilité. Nous préparons les jeunes à la connaissance du pays, physiquement, historiquement, pour qu'après 2 années, en tout cas d'incubation, qu'ils puissent se défendre dans la vie active. Maintenant, je dis, on ne peut pas opter pour le libéralisme économique, en même temps compter sur, en tout cas, la fonction publique ou l'administration pour lutter contre le chômage. Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons avoir un secteur privé dynamique qui va créer des emplois. Nous devons avoir des jeunes entrepreneurs. Mais est-ce que cela, aujourd'hui, surtout dans notre contexte de crise sociopolitique, cela paraît-il évident? Cela est bel et bien faisable. Au Mali, nous ne faisons que 18 millions d'habitants sur plus d'une superficie de 1 244 000 km². Il y a de la matière. Mais comment faire pour mettre les Maliens au travail? Comment incuber ou travailler justement avec ce jeune chômeur de la région de Kidal, par exemple? Déjà, au niveau de la région de Kidal, nous avons des volontaires qui sont dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine de la santé. Nous pensons que ces 2 secteurs aujourd'hui sont vitaux pour les régions du Nord. Donc nous avons mis l'accent sur la santé et l'éducation. Qui parle de santé, qui parle de développement parle de santé, qui parle de développement parle également, en tout cas, d'éducation. Quand on n'est pas bien formé, quand on n'est pas bien éduqué, ça va être difficile dans la vie active. Donc c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la construction citoyenne d'abord du Malien. Merci. Monsieur Dravé, est-ce que justement un jeune de Kidal, aussi bien qu'un jeune de Gao ou un jeune de Sikasso peut éventuellement être incubé au sein de Créatine? Tout à fait, on a un programme d'incubation virtuelle. Au jour d'aujourd'hui, avec la pénétration du mobile et de la 3G Internet, je pense qu'on peut faire des suivis. On a des séances de formation, on a des séances pratiques de formation, mais on a aussi des outils de suivi qui sont un plan d'action de suivi qu'on met en place. Et ce plan d'action hebdomadairement pendant 2 heures, 2 à 3 heures, on vérifie l'évolution de ce plan d'action avec le jeune entrepreneur qui est là. Donc il faut se connecter peut-être 2-3 heures, ce qui n'est pas au jour d'aujourd'hui un luxe. Avec un peu de sous, on peut faire ça. Et l'accompagnement qu'on reçoit et le suivi qu'on reçoit permet aux jeunes d'avoir une certaine discipline, aussi bien dans sa gestion que dans la gestion de son entreprise. Donc évidemment, on peut suivre le jeune de Kidal. Merci Agibou Boiré de l'UNTM. Alors, est-ce que l'UNTM a des initiatives? Je sais que vous êtes là pour la défense des travailleurs, mais est-ce que vous auriez à tout hasard des initiatives qui iraient justement à aider à l'employabilité de nos jeunes? Oui, naturellement. Il n'y a pas que les travailleurs salariés dans les syndicats. Il y a le monde informel. C'est pourquoi généralement on parle de masse laborieuse. C'est-à-dire tous ceux qui veulent travailler, qui peuvent travailler, mais qui n'ont pas d'emploi. Donc l'UNTM vraiment a un programme dans le cadre de l'accompagnement de ces personnes-là. Nous fustigeons plutôt les politiques publiques en matière d'emploi. Parce qu'on a comme l'impression que ces politiques sont décrétées juste pour la propagande. C'est pour l'aspect verni, pour faire croire aux gens qu'on s'occupe des jeunes. Mais concrètement, sur le terrain, on ne voit pas de résultats. On parle de 200 000 emplois. Maintenant, les reliquats, il paraît que c'est 40 000 emplois. Mais l'impact sur le terrain, concrètement, c'est comme les critères d'ajustement structurel du FMI qui ne sont jamais ressentis sur le panier de la ménagère. On dit les clientons sont ouverts, mais les gens meurent de faim tous les jours. Donc, nous ne comprenons pas cela et nous pensons que l'État ferait mieux vraiment de renforcer les politiques publiques en matière de lutte contre le chômage des jeunes et en mettant l'accent, comme Michel l'a dit, sur la formation. Parce qu'il est bon de revendiquer le départ de ceux qui sont atteints par la limite d'âge à la retraite, mais encore faudrait-il que les jeunes aient la compétence. Donc c'est un devoir de l'État de leur assurer une bonne formation.
de leur assurer une bonne formation au lieu de les inciter à aller sur le plan politique avant même d'avoir les outils, les bagages intellectuels qu'il faut pour assumer leurs charges. Donc nous, au niveau de l'UNTM, c'est ce que nous encourageons. Nous demandons, une adéquation entre l'enseignement, la formation et le monde de l'emploi. Deux, nous suggérons que vraiment l'État prenne des mesures énergiques dans le cadre du suivi des programmes d'emploi jeunes. Parce que ces fonds-là ne sont vraiment pas utilisés à bon escient, à notre avis. Il y a beaucoup de milliards qui sont débloqués, mais on ne sait pas sur le terrain comment c'est géré. Donc en réalité, c'est ça le problème. Vous demandez dans votre entourage, vous voyez des jeunes diplômés, mais tous les jours à la télé, on voit des spots qui disent « Ah oui, les jeunes sont accompagnés, il y a tel programme, il y a ceci, cela », mais aucun jeune dans ton entourage concrètement n'en bénéficie. Donc nous, on se demande, mais où vont ces fonds-là? Ou bien, où sont créés ces emplois-là? Donc ça, c'est les grandes questions qu'on se pose généralement par rapport à cette problématique. Merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Comment se porte le monde du travail au Mali? Nous recevons Agui Bourboire de l'UNTM, Issa Mariko, directeur adjoint du Centre national pour la promotion du volontariat, et Souleymane Dravé, directeur général de Creatim Mali. Monsieur Mariko voulait réagir tout à l'heure au propos de Monsieur Boiré. Voilà, donc je voudrais dire qu'il faut intensifier en tout cas les efforts au niveau déjà du secteur informel. Le secteur informel emploie plus de 90% en tout cas de la population active. Donc je crois qu'au niveau du secteur informel, en essayant de jouer sur le secteur informel, les femmes et les hommes qui évoluent dans ce secteur-là, en essayant de les encadrer dans les différents secteurs d'activité, en tout cas économique de notre pays, on peut bel et bien lutter contre le chômage des jeunes. Non, on a parlé de 100 000 jeunes qui sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi. Le quinquennat, ça fait 5 ans. Quand vous prenez... 200 000 jeunes. On a promis 200 000 jeunes qui sont réversés par an. Bon, si 200 000 sont réversés par an, c'est qui donne une moyenne de 10 000 jeunes, en tout cas pendant le quinquennat. 200 000, oui. Ce qui donne il faut multiplier ce nombre-là par 10. Non, 200 000 c'est insuffisant. 200 000 c'est insuffisant pour absorber, voilà. Donc, en tout cas, 200 000 emplois seraient donc insuffisants, comme le président de la République l'a dit. Donc, je crois qu'il faut revoir, en tout cas, il faut voir les ambitions à la hausse. Pour se donner les moyens, il faut être volontariste. Il faut avoir la volonté de faire déplacer les montagnes. Est-ce que justement la lutte contre le chômage devrait être le seul travail des pouvoirs politiques ou des pouvoirs publics? Ils doivent impulser. L'impulsion, c'est le pouvoir politique. Ils doivent impulser. Rien que dans le secteur de l'agriculture, on peut résorber le chômage. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est le secteur de l'économie, à mon avis, voilà, vers lesquels on doit diriger les jeunes. Ouais. L'agro-industrie, les nouvelles technologies de l'information, parce qu'il faut adapter le monde de l'emploi aux évolutions sociales. Dans notre contexte sécuritaire aujourd'hui, pourquoi pas l'armée? Oui, l'armée, bon... Non, même dans le domaine de la sécurité. Même dans le domaine de la sécurité, il y a des opportunités immenses. Mais est-ce que M. Dravé de Creatim, est-ce qu'il y a une inadéquation, comme Boiré l'a souligné, entre la formation et le marché de l'emploi aujourd'hui au Mali? Tout à fait. Vraiment, ça c'est un constat, je pense qu'il est général. On le constate dans tout ce qu'on fait. On a une école des mines qui est en train de se monter. On avait une économie minière depuis combien d'années, mais c'est aujourd'hui qu'on y pense. Et tu sais bien que je suis un peu au courant sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment cette inadéquation-là. Et le secteur de l'entrepreneuriat, on a besoin d'incitation. Et cette incitation passe par des abattements fiscaux,
pour ces gens-là, des avantages qu'on peut accorder à ces jeunes-là qui viennent dans l'entrepreneuriat ou bien qui créent leur business en leur donnant des avantages fiscaux. Mais de deux aussi... On sait déjà qu'à la création d'un GIE pendant 5 ans, le GIE est exempté d'impôts et de taxes. Non, c'est pas 5 ans. 100% la première année, la deuxième année, 50% après. Et c'est pas ça, c'est la patente. Donc, c'est pas tous les impôts et taxes. On a des abattements de 5% sur la TVA, sur le BIC, pardon, sur le bénéfice industriel et commercial. On a les abattements de 100% sur la patente, 50%. Mais je peux vous donner un ordre de comparaison. Par exemple, au Niger, un jeune qui crée sa société et qui intègre un système d'incubation a 50% directement d'abattement sur tous ses impôts et taxes. Il bénéficie d'une tenue de sa comptabilité régulièrement à un prix battant toute concurrence pendant tout. Ils ont ce qu'ils appellent les centres de gestion agréés. Ils ont ça chez eux qui leur permet d'avoir des avantages fiscaux, des abattements, et même on les incite à sortir de l'irrégularité du système informel en leur tenant leur comptabilité. Mais à des prix des fois à 50 000, 30 000 francs en fonction de ton chiffre d'affaires que tu fais. Tu as une comptabilité, tu es régulièrement inscrit. Et quand tu passes sur des marchés d'État, eux-mêmes, ils te cherchent les différents documents nécessaires pour postuler à ces marchés d'État. Donc, ces mesures d'incitation-là, il faut aller vers ça pour les jeunes entrepreneurs au jour d'aujourd'hui. De cela, il faut ajouter aussi les grandes entreprises au jour d'aujourd'hui. Il faut trouver le moyen d'augmenter la base de contribution. La pression fiscale est concentrée sur un nombre de grandes entreprises qui emploient et qui ne peuvent pas, à un moment donné, créer plus d'emplois parce que c'est eux qui concentrent toute la pression fiscale. Donc, vraiment trouver une politique générale d'incitation. Quelle est la solution aujourd'hui pour améliorer le monde du travail, déjà? Il faut vraiment encourager l'entrepreneuriat, le secteur privé. C'est là qu'on crée de l'emploi, pas dans le secteur public où on connaît carrément tous les schémas. Et c'est le secteur privé qui permet d'innover et d'apporter de la valeur ajoutée à un système économique existant. Merci. Issa Mariko du Centre national pour le volontariat. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer le quotidien des travailleurs? Il faut mettre l'accent d'abord sur la formation. Il faut former des personnes qualifiées. Je pensais que vous alliez dire augmenter le salaire. Non, la formation d'abord. Il faut former. Il faut bien former. Une fois formé, bien formé, donc la personne pourra se défendre dans la vie active. Mais malheureusement, notre système d'enseignement est devenu un laboratoire de formation de chômeurs. Voilà. Donc c'est vraiment... Il faut la formation adaptée. Voilà. Formation adaptée. Alors, Agibou Boiré de l'Union nationale des travailleurs du Mali, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer le quotidien des travailleurs? Bon, avant ça, par rapport au chômage, je vais juste compléter. Tout ce qu'il a dit, je partage effectivement. Mais il faut mettre l'accent sur la formation. Puis dans des filières porteuses. Parce qu'il y a tout le monde qui veut être bureaucrate, tout le monde veut être juriste, avocat, financier. On ne peut pas créer de l'emploi pour tout ce beau monde. Donc il faut vraiment diriger les jeunes vers des secteurs comme l'agro-industrie, les filières scientifiques. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. En plus de ça, les mesures d'accompagnement, les mesures d'incitation fiscale. Et puis encourager les entreprises qui emploient à travers des exonérations fiscales. Parce que quand elles sont encouragées, en ce moment, elles peuvent embaucher beaucoup de personnes. Donc moi, je pense qu'avec ces mesures-là, on peut améliorer vraiment l'emploi des jeunes. Est-ce que c'est un peu le genre de proposition que l'UNTM ferait, par exemple, au gouvernement? Ah oui, naturellement. Nous, on n'est pas un laboratoire, mais en réalité, on contribue conformément à nos textes à toutes les questions d'intérêt national. On apporte notre pierre.
Maintenant, pour améliorer le quotidien des travailleurs, parce qu'en fait, c'est ça notre mission principale. Un syndicat, c'est pour défendre les intérêts des travailleurs, améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est le quotidien. Honnêtement, on demande à l'État d'améliorer la gouvernance. Parce que lorsqu'on s'assoit et qu'on examine des postes de dépenses, le Premier ministre actuel, il l'a d'ailleurs dit dans son discours. Il instruit, si c'est une instruction du président de la République, il instruit au ministre de voir vraiment tous les postes de dépenses inutiles et qu'on puisse faire le point. Et nous sommes convaincus que ça va dégager un manque à gagner très important. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement a les moyens de satisfaire toutes les revendications des différentes centrales des travailleurs? Non, pas toutes les. De toute façon, les revendications des travailleurs sont perpétuelles. Maintenant, il faut voir dans les cahiers de doléances les revendications objectives. Parce que quand on dépose un cahier de doléances, il y a différents points. Donc il y a des points prioritaires et qui sont défendus avec des arguments techniques. Et en ce moment, le gouvernement doit avoir vraiment l'obligation de les analyser et de les examiner favorablement. Parce que c'est une question de survie. On ne va pas revenir sur les doléances du syndicat de la santé. Ça a permis aux gens de comprendre dans quelle précarité, dans quelles conditions déplorables nos médecins travaillaient. Et en plus de ça, ils ne revendiquaient que l'amélioration du plateau technique. Ça ne profite pas aux médecins, ça profite aux Maliens qui maintenant de plus en plus pensent qu'on ne peut plus même être soigné au Mali. C'est devenu un réflexe maintenant, quand on tombe malade, on prend l'avion, on va à l'extérieur. Pour ceux qui en ont les moyens. Oui, naturellement. Donc les billets d'avion qui sont utilisés, l'État peut faire en sorte que les plateaux techniques soient améliorés et que même dans les cas des partenariats, que des médecins quittent l'extérieur pour venir assister leurs collègues d'ici, les former. Donc tout cela, c'est des revendications des syndicats. Donc les syndicats, ce n'est pas que le volet financier, ce n'est pas que le volet rémunération. Donc, et nous demandons à ce qu'un cadre de dialogue social soit institué de façon permanente pour éviter que chacun à son niveau dépose de façon vraiment récurrente des cahiers de doléances. S'il y a un cadre de concertation, on n'a pas besoin de venir sur la place publique chaque fois. Voilà. Avant de vous donner la parole, monsieur le directeur, Sylvain Dravé, très rapidement, est-ce que justement les travailleurs devraient faire des compromis dans notre contexte socio-politique aujourd'hui? Je pense qu'il a parlé d'analyse fine. Ils ont dû analyser les situations. Mais bon, je pense que la négociation veut, avant d'aller en négociation, de faire les analyses en sa faveur quelque part. Donc revoir sur cette marge-là permettra de mieux améliorer ce climat. Je voudrais dire que la raison des syndicats, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de ces syndiqués, de ces militants. Maintenant, ce qui a déploré, en tout cas chez nous, ça c'est la Constitution reconnaît la liberté syndicale, la Constitution reconnaît le droit de grève. Maintenant, les grèves sauvages, les grèves illimitées, donc les syndicats doivent revoir ça. Il appartient aux législateurs maintenant de cadrer, en tout cas de cadrer, il appartient aux législateurs de cadrer le droit de grève en République du Mali. Les grèves illimitées, vraiment, je pense que c'est absurde d'aller en grève illimitée dans un pays comme le Mali. Il appartient aux législateurs. Maintenant, la grève, c'est l'arme de lutte pour les syndicats, les marches, les grèves, les sittings, c'est les armes du syndicat. Mais les grèves illimitées là, ou bien la rétention des notes là, je crois qu'il appartient aux législateurs de légiférer dans ce domaine pour moraliser le droit de grève en République du Mali. Je suis surpris par cette réaction de cet acteur du mouvement syndical. Pour qui sait qu'en 91, c'est à la suite d'une grève illimitée que la démocratie a été instituée dans ce pays. Donc nous estimons que toutes nos libertés syndicales, tous nos droits syndicaux doivent être conservés dans le cadre de la Constitution. Et on ne renoncera à rien. Mais comme l'a dit Dravé, on a toujours privilégié le dialogue social.
Parce que la grève, ce n'est pas un objectif pour un syndicaliste. Merci parce que beaucoup. c'est même un échec. Merci. Mesdames et messieurs, ceci met un terme donc à notre émission d'aujourd'hui. Merci à Guy Bourboiré de l'UNTM, Issa Mariko du Centre national pour la promotion du volontariat. Merci à vous, Suleiman Dravé de Créatine. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Mamadou Ouattara était à la mise en onde. La régie vidéo a été assurée par Salim Djouara. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le